Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis avec Laurence, au nom du Laboratoire de l'égalité, de vous accueillir pour ce deuxième épisode des pages de l'égalité, qui va être consacré à la place des femmes dans les médias. Nous sommes ensemble avec nos invités, Isabelle Germain et Pierre-Yves Ginet, pour faire le point sur la façon dont la culture de l'égalité se propage plus ou moins, fait son chemin plus ou moins dans le discours et l'espace médiatique. Alors, je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée d'un magazine merveilleux. Alors là, je n'ai pas le dernier, mais je crois que Laurence a le dernier sous la main. Moi, c'est un magazine qui ne me quitte plus depuis déjà plusieurs années, que j'adore et que j'espère vous aurez la curiosité d'aller voir, d'aller découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, je suis bien accompagnée aussi par un livre aussi passionnant qu'indispensable, qui décrypte, qui raconte et décrypte le biais sexiste qui est présent dans le regard que les médias portent sur l'actualité depuis une dizaine d'années. Et c'est le livre d'Isabelle Germain. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour l'échange entre nos deux invités et à peu près, si vous êtes disponible, jusqu'à 19h45 pour répondre à vos questions. Vers 19h20, nous vous inviterons à écrire vos questions, non pas dans le chat qui va être réservé à vos éventuelles remarques, réactions, on va dire, mais plutôt dans l'onglet questions et réponses que vous retrouverez là en bas. Et vers 19h20, donc, nous vous inviterons à écrire vos questions pour que nous puissions mieux nous en faire les relais. Alors, je vais donner la parole à Laurence qui va prendre un petit temps pour nous présenter Isabelle Germain et Pierre-Yves Ginet. Alors, bonsoir. Alors, on va commencer par Isabelle. Alors, vous êtes journaliste et fondatrice du journal en ligne Les Nouvelles News, un journal qui veut équilibrer la place des femmes et des hommes dans les médias et donc dans la société. Vous avez travaillé pour d'autres journaux économiques et dans la presse d'information politique. Vous avez été présidente de l'association Les Femmes Journalistes et vous avez créé le prix de la publicité la moins sexiste. Vous avez été la présidente de la commission stéréotypes du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en 2021, vous publiez donc le livre que nous avons tout à l'heure montré, Journalisme de combat pour l'égalité des sexes, la plume dans la plaie du sexisme, où vous décortiquez la presse traditionnelle sous un angle féministe. Pierre-Yves Ginet, alors en 1996, vous abandonnez votre carrière d'analyste financier pour devenir photojournaliste. Grand reporter, vous découvrez les résistances des nonnes tibétaines, ce qui vous donnera envie de mettre en lumière d'autres femmes en résistance dans d'autres pays. Vous réalisez ainsi une trentaine de reportages. Vous décidez alors de militer pour ces oubliés et de lutter contre les stéréotypes sexistes. Vous fondez l'association, puis le magazine Femmes ici et ailleurs. Également, vous dirigez les éditions du 8 mars. Vous avez été nommé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes à la commission Enjeux européens et internationaux. Alors aujourd'hui, nous avons donc des questions à vous poser sur justement le rôle des femmes dans ce quatrième pouvoir. Alors déjà, la première question basique, entre guillemets, la création de vos deux médias a comblé un manque dans le paysage médiatique français. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été vos motivations? Alors, Isabelle? Merci, bah oui, merci Pierre-Yves et merci pour cette présentation, Laurence. Donc, comme vous l'avez dit, moi j'ai milité au sein de l'Association des femmes journalistes en parallèle de mon activité professionnelle de journaliste classique. J'ai toujours fait ce métier plutôt dans la presse économique et dans la presse d'information politique et générale. Et donc, j'étais engagée au sein de l'Association des femmes journalistes où nous faisions les premières enquêtes sur la place et l'image des femmes dans les médias, que vous connaissez probablement maintenant parce qu'il y en a de plus en plus. Mais bon, les premières qui ont été faites, c'était faites par un organisme qui s'appelle Media Watch international, et ça portait sur 70 pays, et l'Association des femmes journalistes était le relais de cette association. Et ces enquêtes montraient que les femmes sont sous-représentées et stéréotypées dans le contenu de l'information. Sous-représentées, c'est-à-dire qu'elles représentaient à l'époque moins de 20% des personnes citées dans le contenu de l'information. Par conséquent, les hommes
plus de 80%, et elles étaient stéréotypées, c'est-à-dire que le peu de femmes qu'on voyait dans ces médias d'information générale avaient trois types de rôles spécifiques. Le plus souvent, elles avaient un lien de parenté avec le monsieur qui était le héros de l'information, donc l'épouse, la fille, la mère. Deuxième cas de figure, elles étaient victimes de quelque chose. Vous aviez un tremblement de terre quelque part, on braquait les caméras sur les femmes victimes et on montrait des hommes qui volaient à leur secours. C'est pas comme ça que ça se passait sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de femmes engagées pour aller porter secours, mais c'est ce que les médias donnaient à voir. Et troisième cas de figure, c'était des femmes anonymes. C'était des témoins anonymes de la vie, une passante, une vieille dame. On demande à Nicole ce qu'elle met dans son caddie le jour de la rentrée des classes. Donc, elles ont juste un prénom. Alors que les hommes, eux, ils représentent donc 80% de la surface éditoriale des journaux et ils sont cités avec leur nom, leur prénom, leur fonction. Et ils sont en général là parce qu'ils ont un rôle de décideur, de dirigeants, de héros, beaucoup de héros sportifs. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de modèles valorisants derrière le récit de l'actualité, beaucoup de modèles valorisants pour les petits garçons et pour les femmes, très très peu de modèles, et on met dans la tête des gens que la place des femmes est dans la sphère privée. Et ces enquêtes, donc, elles avaient lieu tous les 5 ans. Donc après, c'était plus l'association des femmes journalistes qui le faisait, le relais a été pris par d'autres, mais en tout cas, les résultats étaient quasiment les mêmes. Aujourd'hui, on est encore à moins de 30% de femmes dans le contenu de l'information. Et ce qui est nouveau, ont été ajoutés dans le panel de journaux étudiés des journaux féminins. Donc, ça a fait augmenter les femmes dans les proportions. Voilà, et donc ça ne changeait pas. C'est-à-dire que ce qui était fou, c'est que quand on faisait ces enquêtes, il y avait quelques articles dans la presse, mais les articles dans la presse qui parlaient de ces enquêtes ne changeaient rien derrière, quoi. Ça ne remettait absolument pas en question les journaux. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps, et en 2009, j'ai eu l'opportunité de créer un journal dont la vocation, puisque je n'arrivais pas à faire bouger les dans les journaux pour lesquels moi-même je travaillais, j'ai voulu créer un journal qui allait traiter l'information politique et générale en s'adressant aux femmes et aux hommes pour changer ce que les médias mettent dans les têtes derrière le contenu de l'information, c'est-à-dire montrer d'autres modèles, traiter l'actualité avec ce regard féministe, c'est-à-dire en équilibrant la place des femmes et des hommes dans le contenu de l'information. Voilà, donc Pierre-Yves, peut-être, si tu veux. Alors, je vais juste préciser une toute petite chose, Laurence, par rapport à ce que tu as dit. Je n'ai pas fondé, j'ai cofondé. Je ne dirige pas, je co-dirige. Je ne suis pas rédacteur en chef, mais co-rédacteur en chef. Et en fait, pour être très franc, je suis un peu même tout seul au milieu d'une bande de filles. Voilà, donc c'est important de préciser ça. Et puis après, je ne vais pas répéter tout ce que vient de dire Isabelle, parce que je suis d'accord avec tout à la virgule près, et que ce qui explique aussi la création de Femmes ici ailleurs, c'est tout ce qu'Isabelle vient de dire. Je rajouterai juste un point, je vais enfoncer une porte ouverte, je suis désolé, mais c'est que les femmes sont présentes partout, dans le monde, dans l'actualité, que ce soit dans l'économie, dans l'agriculture, le sport, les arts, etc., etc. Donc, elles n'ont pas attendu les médias pour occuper déjà cette place dans la vie. C'est juste qu'elles ne sont pas présentes dans l'information. Donc, la logique pour nous, quand on a créé Femmes ici ailleurs, et là, je répète tout ce que vient de dire Isabelle, ça a été vraiment de dire, on les oublie alors qu'elles sont déjà là. C'est pas grossir le trait pour les mettre en avant, elles font déjà des trucs, c'est juste ne pas les oublier, montrer cette actualité, d'abord parce que si on relate le monde et ce que sont censés faire les journalistes, il y a un oubli, la moitié qui est pas là, et quand elle est là, Isabelle l'a très bien dit, qui est dans les clichés, la victime, etc., etc. Et puis deuxièmement, avec tout ce que ça produit en termes de rôle modèle, et c'est-à-dire ces imaginaires supplémentaires que ça nous offre à toutes et à tous. C'est avoir une information équilibrée, montrer tout ce que font les femmes comme on le fait pour les hommes. Ça nous débloque un certain nombre de biais, ça casse des digues dans nos têtes, ça nous permet d'avancer, donc ça agit concrètement
sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Et après, le parcours est un peu différent de celui d'Isabelle, parce que moi, c'était plutôt l'international, mais autrement, le cheminement est exactement le même, et on arrive évidemment au même point, et à la sortie, on en a marre, et nous créons respectivement, chacun et chacune, un média différent, mais deux médias traitant, et je crois ayant pour objet de compenser cette absence, ce déséquilibre qu'Isabelle a très bien expliqué. Je vais prendre la suite de Laurence. En fait, donc vous expliquez que ça a été une prise de conscience, en fait, hein, l'un comme l'autre, peut-être une prise de conscience sur du long terme, qui à un moment donné a été comme un gros ras-le-bol et qui vous a fait passer à l'action. Je voudrais qu'on évoque la place des femmes dans les médias, pas seulement sur les sujets, mais aussi dans la façon dont les sujets féminins, on va dire, sont enfermés en quelque sorte dans des suppléments féminins de journaux ou dans la presse dite féminine, qui est un peu particulier d'ailleurs comme terminologie. Est-ce que l'un comme l'autre, vous voyez une évolution depuis que vous avez créé vos propres médias, une évolution de la place des femmes dans les médias traditionnels, et de votre point de vue, est-ce qu'elles sont plus présentes sur les médias en ligne? Est-ce que ça a fait évoluer les choses? Pierre-Yves Ginet. Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les clés pour répondre à votre question. Sur le premier point, c'est-à-dire, est-ce que les choses ont changé dans les médias depuis qu'Isabelle a créé les nouvelles news et que nous avons fait Femmes ici ailleurs? Oui. Ce n'est pas la révolution. Les derniers chiffres du GMMP le montrent, et Isabelle l'a dit. Je pense qu'une des choses qui a changé par rapport aujourd'hui, quasiment tous les médias ont une madame féminisme. En tout cas, les grands médias ont une madame féminisme qui, je dis madame parce que dans la plupart des cas, c'est ça, enfin à ma connaissance d'ailleurs, c'est que ça, et qui va traiter des questions, des concepts de féminisme, voire de sexualité, sous l'angle des femmes, etc. En revanche, selon moi, ce qui n'a pas encore changé, c'est la capacité à regarder l'actualité que font les femmes, à être dans une manifestation d'agriculteurs et aller voir les agricultrices. Et voilà, c'est juste ça, ou être, comme Isabelle l'a dit, sur un terrain de guerre, j'en ai connu quelques-uns, et à se dire, bah, tiens, que font les femmes ici? Elles n'ont peut-être pas des flingues à la main, mais qu'est-ce qu'elles font? Voilà, ça, je trouve que ce questionnement qu'on doit avoir de façon permanente n'est pas présent aujourd'hui dans l'actualité. Pourquoi? Parce que je pense que les journalistes n'ont pas été formés à ça, et que ceux qui sont en place n'ont pas travaillé, parce que moi, je veux bien qu'on vous fasse croire qu'on est super brillants, Isabelle et moi, mais je crois qu'on a surtout bossé, en fait. Et en tout cas, en ce qui me concerne, parce qu'Isabelle est très brillante, mais c'est surtout du travail et à se questionner tout le temps pour arriver à ça. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça n'a malheureusement pas changé, et je trouve qu'aujourd'hui, on mélange un peu où sont les femmes dans l'actu, qu'est-ce qu'elles font dans l'actu, et Dieu sait qu'elles font des choses tout le temps. Et les concepts féministes, et ça, on en parle beaucoup. C'est une bonne chose, hein. Ne me méprenez pas. J'ai envie de plus, moi. J'ai envie de voir où elles sont, c'est-à-dire partout. Voilà, tout simplement. Et puis, la deuxième partie de la question, Aline, c'était… Je suis désolée, en fait, mon ordinateur s'est éteint tout d'un coup, donc Voilà. je n'ai pas entendu votre réponse, mais je suppose que c'était très, très intéressant. La deuxième partie de ma question, c'était, de votre point de vue, sont-elles plus présentes, les femmes, dans les médias en ligne? Ben, là, je ne suis pas super expert, là, franchement, mais d'après ce qu'on voit dans les… C'est difficile déjà, première chose, et Isabelle, tu le sais plus que moi, mais c'est difficile de mesurer ce qui existe en ligne, contrairement à la presse papier. Maintenant, les sondages enquêtes qui sont réalisés, je crois, ne montrent pas une très, très grande différence. C'est-à-dire quand on prend de la hauteur, et qu'on n'est pas dans nos bulles sur Internet, réseaux sociaux, avec que des gens qui pensent comme nous, sur des planètes qui lisent les mêmes choses que nous, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde ça d'en haut, apparemment, il n'y a pas de différence, ou très peu, ou à la marge. Mais Isabelle saura peut-être plus répondre que moi sur ça. Oui.
Isabelle? Sur ce deuxième point, effectivement, je confirme, la dernière étude du GMMP dit que voilà, la proportion de femmes et d'hommes dans le contenu de l'info, que ce soit sur les médias papier ou sur les médias en ligne, c'est à peu près la même, le traitement est à peu près. Alors, pour répondre au début de la question, dans mon livre, j'explique que en fait, le panorama de la presse, c'est un vaste syndrome de la Schtroumpfette. Vous savez ce que c'est le syndrome de la Schtroumpfette, hein? Vous voyez, dans les livres des Schtroumpfs, vous avez plein de personnages masculins qui ont tous des traits de caractère particuliers, des métiers très différents les uns des autres. Donc, il y a une foison de métiers différents, de traits de caractère différents pour les hommes, donc beaucoup de modèles différents pour les garçons. Et puis, il y a un seul personnage féminin, c'est la Schtroumpfette. Elle est blonde, elle est mignonne, elle s'occupe des Schtroumpfs. Et donc, c'est ça le syndrome de la Schtroumpfette, c'est-à-dire qu'il y a un seul modèle, un seul destin possible pour les femmes, c'est d'être jolie, élégante et altruiste, s'occuper des autres. Sa vocation, c'est ça. Et les médias, le panorama des médias, le paysage médiatique est un vaste syndrome de la Schtroumpfette parce que vous avez la presse d'information politique et générale qui semble s'adresser davantage aux hommes, avec tous les modèles possibles dont je parlais tout à l'heure, et puis l'espèce de ghetto, la presse féminine, syndrome de la Schtroumpfette, où on va trouver dans la presse féminine toutes les leçons possibles, imaginables pour être des bonnes schtroumpfettes, s'occuper donc on a des sujets, mode beauté pour être la plus belle, et puis s'occuper des enfants, s'occuper du mari, etc. Et ce qu'on voit dans les évolutions récentes, hein, par exemple, quand Le Parisien a voulu faire son supplément féminin, eh ben, ça a été La Parisienne. Et La Parisienne, c'est, alors en dépit de 2-3 articles féministes de temps en temps, mais c'est un magazine, comme les magazines féminins, qui vous explique comment être une bonne mère, une bonne épouse et tout ça. Donc, l'évolution de la presse, moi, je la vois, enfin, les changements, je les vois très peu. Ce que je vois quand même dans la presse d'information politique et générale, c'est, comme le disait Pierre-Yves, effectivement, ils ont tous une journaliste féministe qui va faire des sujets. Moi, il y a 2 points que j'ai vu évoluer par rapport à tout ce que je critique dans mon livre. C'est la féminisation des noms de fonction. Moi, il y a 20-30 ans, quand j'ai débuté dans la presse, c'était même pas la peine d'en parler. Vous passiez pour une hystérique, une horrible féministe, si vous osiez dire qu'il faudrait commencer à féminiser les titres et fonctions. Et je peux vous dire que moi, j'étais dans la presse économique. Je travaillais notamment à l'usine Nouvelle, dans l'industrie. Et voilà, c'est du mec-mec. Et il n'y avait pas moyen de faire passer l'idée qu'on ne disait pas directeur industriel pour une femme, mais directrice. Et l'autre point qui a évolué, et ça c'est grâce à Internet, c'est sur la question des féminicides. D'ailleurs, le mot féminicide est sorti. Si vous voulez, il y avait ce qu'on appelle l'immunité amoureuse. C'est-à-dire que quand il y avait une femme qui était tuée ou violentée par un homme, on disait c'est un amoureux éconduit, le crime passionnel, des choses comme ça, ce qui est totalement délirant. Enfin, et on excusait par avance, on excusait le meurtrier et puis sa victime, en fait, on l'a traité en coupable. C'est des choses qui ont évolué. Pourquoi? Parce que sur Internet, au lieu d'avoir comme auparavant dans la presse, vous avez des dirigeants qui sont en général des hommes qui décident de la ligne éditoriale, qui décident de la titraille, qui décident de quel angle on va adopter pour tel sujet. Ces messieurs qui font des sujets avec des titres sur l'amoureux éconduit, le crime passionnel et tout ça, ils se font pourrir sur les réseaux sociaux par les féministes qui arrivent à prendre la parole, alors qu'avant c'était impossible puisque voilà, il n'y avait pas d'accès, elles pouvaient écrire aux journaux, ils se souciaient fort peu de leurs critiques, mais maintenant, comme il y a des sortes de raids sur les réseaux sociaux, à chaque fois que la presse fait un titre comme ça, ils ont bien été obligés de changer et d'évoluer. Cela dit, quand il y a eu l'affaire Jonathan Duval, donc je crois que c'était en 2018, j'avais fait un papier, je crois que je l'ai repris dans le livre. Au début, c'était le pauvre, enfin c'était Jonathan Duval et c'était la pauvre victime qui avait été tuée. Et puis, quand on a compris que c'était son mari qui
était potentiellement le meurtrier. Alors, c'est devenu une horrible bonne femme qui était dominatrice, qui emmerdait son mec, etc. Donc, toujours cette espèce d'inversion de culpabilité. Donc, ça change, mais ça change très lentement et ça évolue peu. Voilà, et sur la place des femmes, sur la présence des femmes, alors il y en a un petit peu plus dans les pages politiques. Il y a toujours eu beaucoup de femmes dans les pages culture, et ça continue, mais en général, elles sont plutôt des muses, elles ne sont pas des créatrices, hein, c'est l'homme est créateur, la femme est sa créature, et ça, on le voit beaucoup dans les pages culture des journaux. Dans les pages économie, toujours aussi peu de femmes, dans les pages économie des journaux, et elles sont toujours présentées, les rares qu'on voit sont présentées comme des exceptions. Et moi, ce qui me gêne avec l'exception, c'est que l'exception confirme la règle, qui est pas de femmes ici. Dans les pages politiques, un petit peu plus, parce que parité oblige, il y a davantage de femmes députées, davantage de femmes ministres, donc on en voit un petit peu plus, mais bon, quand on analyse les rôles qu'elles ont, c'est pas terrible. Et puis alors, le pire, ce sont les pages sport, hein, où il y a toujours très peu de femmes dans les pages sport. Alors ça s'améliore un tout petit peu, mais c'est très lent, c'est poussif. Et voilà, moi j'analyse hein, dans le livre l'impact de ce traitement médiatique sur la société et sur les pages sport. C'est terrifiant parce que le fait de voir que des hommes faire du sport, et ben, à la des croyances dans les têtes, et à la fin, tout le monde trouve normal que le dimanche, taper dans un ballon de foot avec ses copains pendant que maman s'occupe de la maisonnée. C'est une norme. Voilà, donc les médias persistent à installer des normes comme ça et font semblant toujours de ne pas comprendre que ça pose un problème de société. Et voilà. Et d'un côté, ils vont dénoncer des tas de trucs antiféministes le 8 mars, mais tout le reste de l'année, ils continuent de traiter l'information comme ça et à entretenir ces normes, ces stéréotypes, ces clichés. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, les médias traditionnels ont vraiment une responsabilité dans la transmission de biais sexistes et inégalitaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela change? Qu'est-ce que vous, en dehors de la dénonciation d'articles, de décortiquer comme vous l'avez fait, alors je pensais à la culture de l'égalité donc, que Pierre-Yves prône et développe dans son magazine. En dehors de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ces messieurs dans le sport ou dans l'économie pour qu'ils acceptent des journalistes et qu'elles aient leur place au même titre que les hommes? Pierre-Yves. Bon, je vois Isabelle sourire, s'il te plaît. Je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, parce que moi, je sèche, moi, sur cette question. Je voudrais juste rajouter un petit point, rebondir un peu sur la réponse d'Isabelle avant. Enfin, je pense à autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le Progrès, pour la première fois à ma connaissance, on a le mot féminicide en une. Voilà, juste dans la PQR. Et là, donc, ça veut dire que quelque part, c'est gagné. Et puis, l'autre point qui va dans le sens de ce qu'elle a dit aussi, c'est que ce que tu as dit, Isabelle, c'est que voilà, quand on interviewe des femmes, ça nous arrive évidemment tout le temps, il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'on cite leur patronyme dans les articles, qui nous demandent juste parce qu'on les appelle par leur prénom, parce que c'est moche. Et même sur des articles, voilà, donc on est obligé de leur expliquer, on arrive à quelque chose où cette habitude d'être cité uniquement par son prénom est rentrée dans les têtes et beaucoup, c'est une sur deux en fait qui nous dit mais pourquoi vous citez notre nom à chaque fois? Voilà, on en est là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'aimerais bien tout savoir, mais juste quelques pistes. Et de toute façon, c'est des pistes qui avaient déjà été, notamment pour certaines, des directions qui avaient été données par le HCE, en tout cas pour certaines il y a quelques années. Former les jeunes dans les écoles de journalisme à ces questions. Ça va de soi, et puis tant qu'à faire, pas que dans les écoles de journalisme, hein, mais dans toutes les écoles. Et les former, quand je dis les former, c'est pas 2 heures de sensibilisation à la rentrée en première année, parce qu'aujourd'hui on en est au mieux là. C'est vraiment une formation au long cours, tout au long, avec c'est à l'examen, etc. etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir un État qui pourrait être cohérent avec ses prises de parole ministérielles, parce que je pense qu'Isabelle et moi, on doit en être à 8 ministres de la Culture qui nous expliquent que c'est extrêmement important,
que la presse parle des femmes et qui n'ont jamais rien fait pour la presse qui parle des femmes. Mais quand je dis rien, c'est rien, hein. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'être aidé si vous êtes un magazine d'extrême droite radicale quasiment qu'un magazine féministe aujourd'hui, hein. Concrètement, en tout cas, c'est ça. Donc, avoir la liberté d'expression, c'est quelque chose de fantastique, hein. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. L'égalité, c'est vachement fantastique aussi. Et ce serait bien d'avoir des espèces de points bonus, par exemple, pour des jeunes magazines qui se lancent et qui sont dans la galère financièrement, parce que c'est notre lot. Donc ça pourrait être une autre chose. Je vais être dans l'utopie totale, mais que les femmes lisent de la presse d'information qui parle d'elles, et moins celles qui les enferment dans les clichés ou qui ne parlent pas d'elles. Parce qu'en France, on a un problème avec ça. C'est que la presse féministe ne fonctionne pas bien. Je ne dis pas qu'elle fonctionne bien partout, mais il y a des pays où elle fonctionne bien mieux que nous. Genre des immenses pays avec des immenses puissances, hein, je pense à la Belgique par exemple, où ça fonctionne mieux que nous. Après, on ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut non plus pour être attirant, attrayant, etc. Parce qu'on n'a peut-être pas les moyens non plus. Enfin, si on est dans une spirale où on n'a peut-être pas trop la chance de monter, là. Voilà déjà 3 pistes. Il y en a sans aucun. Enfin, c'est difficile, j'avais pas évidemment pas préparé. Je pense à ces 3 points tout de suite, mais Isabelle va sans doute compléter. Ouais, je vais compléter. Moi, je suis d'accord complètement avec ces 3 points. Sur la question de la formation, il y a énormément de résistance, hein. Quand j'étais au Conseil l'égalité, c'était au moment où il y a eu la loi de Najat Vallaud-Belkacem sur l'égalité réelle, et on avait essayé d'introduire un amendement justement pour obliger les écoles de journalisme à avoir dans leur cursus des cours sur cette question d'égalité homme-femme et de traitement de l'actu. Et il y a eu une levée de bouclier de la part de la conférence des écoles de journalisme, qui a dit pas question, machin. Et du coup, les parlementaires, hein, courageux mais pas téméraires, ont reculé en rase campagne et cet amendement n'est pas passé. Voilà, alors qu'une députée qui faisait partie du Haut Conseil me disait que quelques semaines après, il y a eu une demande de passer un amendement pour obliger les cours, les écoles de journalisme à faire des cours sur l'industrie, demandés par le MEDEF, et ça s'est passé sans problème. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est un premier point sur la formation, et c'est vrai que moi, je suis sollicitée maintenant de temps en temps pour aller faire des cours dans des écoles de journalisme, mais il n'y a pas de budget. Comme ce n'est pas un cours obligatoire, les élèves viennent seulement s'ils le souhaitent. Donc, voilà, c'est autant dire que ça ne sert à rien. Je ne peux pas y aller. L'autre point aussi, c'est sur la question de donner les moyens à des journaux comme les nôtres de faire leur travail. Moi, quand j'ai créé les Nouvelles News, j'ai essayé d'aller chercher des investisseurs. Et je me trouvais, alors, du côté des investisseurs privés, face à des gens qui me disaient « Ah ouais, mais alors si vous faisiez plutôt de l'information sur la mode, la beauté, on vous suivrait parce que ça nous permettrait d'avoir les recettes publicitaires qui vont avec. » Je venais de quand même passer 1 heure à leur expliquer le positionnement, le concept, machin. C'était très exactement le contraire de ce que je leur proposais. Et quand je demandais des subventions, des aides publiques, on me retoquait parce que les commissions qui attribuent ces subventions sont composées de vieux messieurs en général, qui sont des dirigeants de journaux, qui n'adhéraient pas à ma ligne éditoriale, ce qui est parfaitement... c'est parfaitement anormal, puisqu'ils sont là pour assurer le pluralisme de la presse en distribuant des fonds à une grande variété de journaux, mais il n'y avait pas moyen, et donc à chaque fois, il a fallu que je me batte, que je mette dans la boucle les ministres de la culture pour que justement elles fassent revenir ces commissions sur leurs décisions. Et voilà. Et quand j'étais au Conseil, j'avais aussi suggéré qu'il y ait un principe d'égal conditionnalité des aides à la presse, parce que quand je vois qu'un journal comme L'Équipe, dont la surface éditoriale parle d'hommes à plus de 90%, qui ramasse chaque année des millions d'euros, et que moi, quand je demande
quelques dizaines de milliers d'euros on m'envoie sur les roses, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il y a quand même ce problème de moyens, parce que la presse, c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire que vous donnez aux gens envie de suivre tel type d'actualité de telle façon, si vous êtes capable de leur offrir, c'est-à-dire de pouvoir payer des journalistes pour faire un contenu d'abord. Donc si vous n'êtes pas capable d'investir suffisamment au début, à l'arrivée, vous n'allez pas avoir beaucoup de lecteurs, beaucoup de demandes, vous n'allez pas susciter la demande. Donc, on est vraiment dans un problème de financement de l'information. Il y a un problème de l'économie de l'information qui fait qu'on aboutit à ce déséquilibre homme-femme dans le contenu de l'information. Tout à l'heure, vous parliez, Pierre-Yves, de la difficulté d'intéresser les femmes à ce type de publication. J'aurais voulu vous poser une question par rapport à votre lectorat et par rapport au lectorat de façon générale de la presse féministe. Pensez-vous que le type de médias que vous prenez et que vous développez intéresse plus les femmes que les hommes? Bon, c'est une question un peu, peut-être un peu évidente, mais bon, on va aller un petit peu plus loin. Par exemple, Pierre-Yves, quel est aujourd'hui votre type de lectorat et est-ce que vous constatez depuis le début de Femmes ici et ailleurs une évolution? Et notamment, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'y intéressent? Alors, la question tombe bien, Aline, parce qu'on a fait une enquête il n'y a pas bien longtemps. Alors, c'est pas une enquête très scientifique, hein, on a envoyé une bouteille à la mer et puis là, je vous donne les résultats des réponses. Sachant qu'en général, on le sait, les répondants, les répondantes, du coup, sont les personnes les plus fans. Hein. Donc, voilà, je tiens à le préciser par honnêteté. On a un lectorat, alors, on a je vais dire une clientèle, c'est-à-dire les personnes qui achètent l'abonnement, c'est du 95% des femmes. En revanche, Femmes ici et ailleurs, dans plus de 60% des cas, est lu par plusieurs personnes de la famille, y compris les hommes. Donc, c'est madame qui achète, qui prend l'abonnement et qui se rend compte au bout d'un moment, et on a plein de jolies histoires comme ça, de messieurs qui étaient complètement réfractaires avec un magazine avec marqué femme, ça leur faisait un peu mal au départ, et puis finalement ils se rendent compte que c'est de l'actu, elle est aussi bête ou aussi pas bête que celle qui concerne les hommes en fait, ni plus ni moins. Donc on a un lectorat qui au fil du temps devient mixte, mais pas au niveau franchement de l'acheteuse. La personne qui souscrit l'abonnement, ça reste une dame. On se rend compte aussi, et ça je pense que c'est général, hein, nous on est un média qui est payant, 100% payant, et on a un lectorat qui est à 94% au-dessus de 35 ans. Parce que les gens de notre génération ont inventé un truc formidable il y a quelques temps, c'était l'information sur Internet complètement gratuite, qui allait être financée évidemment par la publicité. On a vu à quel point ça a marché. Donc, il y a une habitude qui a été prise par les plus jeunes, que nous leur avons donnée, de gratuité de l'information, en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va en sortir, je ne sais pas quelle est la solution à la fin, il y en a peut-être une, hein, mais je ne la connais pas. En tout cas, c'est assez problématique, notamment pour des petits médias comme nous. Maintenant, tout à l'heure, je disais, oui, je pense qu'il faut... oui, nous, on a été très déçus quand on a monté le magazine et puis tout le temps à voir que le lectorat n'arrivait pas en masse avec une information. Quand Isabelle a créé les Nouvelles News, c'était le premier en France. On a suivi, il y avait Clara, mais on a suivi, voilà, on n'était pas nombreux. Et c'est vrai qu'on va être franc, hein, il y a eu beaucoup de déceptions en disant, mais on ne comprend pas en fait quelque part. Les hommes et les femmes de la rédaction, de l'équipe, on était là, mais on ne pige pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, qu'on fasse, qu'on ne pige pas. Avec énormément de femmes à qui vous présentez le magazine, qui vous répondent, mais moi, je n'ai pas envie de lire un truc dans lequel il n'y a que des nanas. Oui, mais quand tu lis Le Monde, l'équipe ou je ne sais pas quoi, si tu tournes les pages, tu vas voir, oui, mais ce n'est pas pareil. On entend ça tout le temps, oui, mais ce n'est pas pareil. Et il y a un blocage. Et on ne comprenait pas ce truc, et on ne comprend toujours pas, enfin, si ce n'est la compréhension des stéréotypes, des clichés, des biais, des butées mentales, etc., évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, je disais amener davantage de femmes
à lire cette presse-là, évidemment parce qu'on en a envie, nous on est du côté qui a envie de ça, mais aussi parce que si nos titres sont plus lus, d'autres vont naître, les lectorats des autres vont baisser et ils vont se poser la question. Et donc à ce moment-là, évidemment que les grands médias généralistes vont intégrer des journalistes comme Isabelle ou Pierre-Yves, voilà, qui à la source, pour aller changer un peu la nature de leur information. Donc, si vous voulez, je vais le dire un peu cash, hein, mais franchement, quand je vois la une du Parisien, moi je dirais deux choses. La une du Parisien qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, il y a 2 ans, là, pendant le confinement. C'est pour moi, cette une, mais c'est juste business as usual, quoi. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ça a toujours été comme ça. Donc on se réveille, mais super, maintenant on le voit. Génial. Quand je vois la commission d'enquête qui a été montée par Marlène Schiappa, j'avais écrit à Marine Calvez en lui disant super, vous n'allez pas passer beaucoup de temps à travailler parce que toutes les réponses existent, hein, on sait. Donc, c'est juste comme d'habitude. Et d'autre part, de dire, plutôt crâler sur le Parisien, je vais vous donner une super idée, arrêtez de l'acheter, allez lire nos canards, et vous allez voir que le Parisien va changer. Dire que ce soit, nous, on s'en fout. Je ne suis pas en train de vendre ma chapelle. Là, si demain on disparaît, c'est comme ça, voilà, c'est pas ça. C'est juste, on est dans un non-sens en fait. Ça ne changera pas si le lectorat ne change pas. Et le lectorat, enfin voilà, il y a une espèce de spirale qu'il faut inverser, et c'est très compliqué à inverser. Et vous avez des tout petits canards comme nous, avec des gros bras musclés, soit, mais non, mais je plaisante là, parce qu'on est rikiki. Et on porte ça, c'est lourdingue. Hein. C'est ce que vous disiez aussi, Isabelle, hein, tout à l'heure, on partageait ça, que c'est quand Thierry dit c'est lourdingue, c'est que c'est aussi, ça demande une énergie colossale pour soutenir tout ça. Et du coup, je voulais vous demander, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser et intéresser aussi bien les femmes que les hommes, de façon plus large, à cette approche égalitaire de l'information? Faut partager, hein, toutes les personnes qui sont là, partager les informations qu'on publie, parler de nous, des enquêtes qu'on fait, cette... Enfin, moi, j'ai l'impression, depuis 25 ans maintenant, hein, à l'Association des femmes journalistes et puis aux Nouvelles News, que les gens en face de moi découvrent le problème, quoi. J'ai l'impression à chaque fois de radoter un peu, hein, de répéter toujours les mêmes choses et que les gens découvrent le problème. Donc, comme nous, on n'a pas les moyens de le diffuser largement parce que voilà, on n'a pas les moyens financiers d'avoir l'équipe de journalistes que je voudrais avoir, l'équipe de community manager qu'il faudrait avoir pour diffuser plus largement notre info, on compte sur des réseaux comme vous, comme le Labo de l'égalité, pour partager nos informations, pour faire connaître ce qu'on fait, pour nous aider à faire connaître le sujet. On est obligé de passer par là parce que c'est pas vous connaissez, hein, les personnes qui financent la presse, c'est une poignée de milliardaires qui sont absolument pas convaincus par les lignes éditoriales qu'on propose. Moi, j'avais abordé Xavier Niel quand j'ai créé les Nouvelles News. Attendez, c'est complètement dépassé le féminisme, alors qu'ils n'y connaissent rien. Enfin, tous ces journaux-là qui sont pas officiellement masculinistes, mais qui ne sont pas féministes pour le coup, entretiennent cette illusion de l'égalité déjà là. Et nous, avec nos petits bras, on essaie de dire mais non, l'égalité n'est pas déjà là. Et ce sont ces médias qui alimentent le cercle vicieux de produire des normes qui font que les gens, vous savez, chacun se conforme à ce qu'il voit dans les médias et en s'y conformant le confirme. Et donc, tant que les médias montreront ce déséquilibre entre hommes et femmes et nous feront croire que c'est normal, on n'en sortira pas. Donc, nous, on essaie de casser cette logique, mais on aurait besoin de moyens infiniment plus élevés que ceux dont on dispose pour le faire connaître, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec comme MeToo, depuis MeToo, il y a comme une conscientisation des jeunes générations, avec une volonté par les jeunes de faire bouger les lignes à tous les niveaux, et qu'on peut aspirer peut-être dans une génération à plus d'égalité, donc au niveau des médias également. Vous
Ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste dans le... Parce qu'avec les nouvelles générations, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de prendre et qui aboutirait à plus de... Donc, casser ces stéréotypes. Alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'est plutôt une certaine partie de la population qui est plus consciente que les femmes ne sont pas prises au sérieux, qu'il y a cette illusion de l'égalité, de la parité? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'y vais. Non, MeToo, effectivement, ça a éveillé les consciences, ça a ouvert les yeux, mais on reste sur, et c'est déjà beaucoup, et c'est énorme, et c'est sur la question des violences faites aux femmes. Mais tout le reste, on ne l'aborde pas. Toute la question des normes, toute la question de ce que je vous disais tout à l'heure sur le sport, quoi, le fait que voilà, on trouve normal qu'à la fin, ce soit maman qui reste à la maison s'occuper des enfants pendant que papa va faire du sport. Tout ça, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Donc oui, il y a des jeunes, enfin, la proportion de personnes conscientisées dans les jeunes générations est plus importante que la proportion de personnes conscientisées chez les générations plus anciennes, je dirais. Mais ça ne suffit pas. Mais ça suffit pas. Voilà, faut lire mon livre, quoi. Non, mais je veux dire, c'est dans tout, c'est dans chaque rubrique qu'il faut que ça bouge et que ça change. Il y a eu aussi, on peut citer aussi l'affaire DSK qui a fait bouger les choses quand même, qui a fait bouger les mentalités. C'est quand même un truc de fou, cette affaire. Quand l'affaire a éclaté, tous les journaux français, sauf nous, fait et cause pour... on était en pleine inversion de culpabilité, on était en plein ce qu'on appelle culture du viol, quoi. C'est-à-dire que tous les journaux tendaient le micro à des amis de DSK qui disaient mais non, c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça. Et puis on interrogeait le passé de sa victime, on interrogeait, voilà, on se posait beaucoup plus de questions sur sa victime qui était elle transformée en coupable, etc. Et il faut savoir que la presse française est quand même particulièrement gratinée sur ces sujets-là, parce que moi je me souviens qu'à l'époque j'avais fait un papier où je disais, je critiquais justement comment les médias français entretenaient l'omerta sur ces sujets-là. Mon papier avait d'ailleurs été repris par le Guardian et j'avais toute la presse étrangère qui m'appelait. J'ai répondu à plein d'interviews de gens qui me disaient « Mais que font vos confrères? C'est quoi ce délire de la presse française qui traite l'information de cette façon-là » Et bon, je me disais, je ne sais pas, et leur poser la question à eux, quoi, parce que, mais c'était fou, quoi. La presse étrangère trouvait que le comportement de la presse française était particulièrement délirant sur ces questions-là. Et ça n'a pas suffi à ce que les journaux se remettent en question. Il a fallu attendre les jugements, les trucs où vraiment ça devenait évident qu'il était coupable pour qu'il commence à changer de discours. Mais bon, je veux dire, après, sur d'autres affaires, on a revu les mêmes choses. Ce que je voudrais rajouter, quand je dis lourdingue là tout à l'heure, faut bien comprendre, et c'est sans doute quelque chose que peut-être Isabelle et moi, on n'est pas arrivé à passer. Je dis peut-être, j'en sais rien. Mais quand je dis lourdingue, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, nous, de faire depuis 20 ans de la pédagogie. On va faire de la pédagogie avec nos confrères et nos consoeurs. Quand je dis nous, il faut bien savoir, on a des petits canards, on tient à bout de bras, on bosse comme des malades, voilà, etc. C'est sur ces gens-là que ça repose. C'est un non-sens. Donc, on fait de la pédagogie avec nos confrères et nos consoeurs. On va faire de la pédagogie avec le public, parce que tant qu'à faire, hein, autant les utiliser pour ça aussi. Et puis, on va aller faire de la pédagogie avec les jeunes journalistes. Tous les journalistes, nous comprend en pige, quasiment, on les sensibilise, on leur explique pourquoi c'est important de mettre le patronyme, enfin, toutes ces choses-là qu'on manipule depuis des années, on va leur dire, ça ne veut pas dire qu'on est complet, qu'on est exhaustif, mais en tout cas, on y passe beaucoup de temps, qui est de la formation continue, quelque part, pour ces jeunes. Donc, ça aussi, c'est une charge qui est extrêmement forte. Et puis, sur la deuxième partie de la question, Laurence, sur MeToo, en plus de ce qu'a dit Isabelle, qui est très violence, et je souscris à fond, moi je trouve que pour la jeune génération qui arrive, et je ne sais pas si Isabelle, tu l'as vécu, mais nous on l'a vécu beaucoup avec des stagiaires journalistes de Sciences Po. Franchement, on a arrêté d'en prendre, je le dis un peu comme ça. Pourquoi? Parce que très souvent, et pas tout le temps, il y avait d'autres raisons, mais très, très souvent, c'était des jeunes
qui était dans la manipulation des concepts. C'est-à-dire, c'est quoi le mansplaining, c'est quoi la transidentité, c'est quoi la sexualité, je ne sais pas quoi, voilà, etc. Et par contre, dans un regard sur l'actu, il n'y avait personne, l'actu ne les intéressait pas. Et j'ai même eu, je peux vous relater un exemple, alors qui est un peu caricatural, et je vous prie de m'en excuser, mais c'était, voilà, je me rappelle bien d'un cas où j'arrive au bureau le matin et je dis, ouais, super, on vient d'avoir, enfin super, non, je vais reprendre mes mots. Ouais, il faut qu'on en parle, on vient d'avoir l'information comme quoi une instance des Nations Unies vient de parler du viol comme arme de guerre en Éthiopie, en Érythrée. Je dis, il faut qu'on en parle. Et là, j'ai 2 journalistes sur 3 que j'avais stagiaires à l'époque qui viennent me voir en disant, mais à quoi ça sert? Comment ça, à quoi ça sert? On a l'info, on sait qu'il y a le viol comme arme de guerre qui est utilisé à grande ampleur, avec ce que ça veut dire. Oui, on sait ce que c'est que le viol comme arme de guerre. À quoi ça sert d'en parler? C'est important, ça se passe en Éthiopie. Vous voyez, un langage de sourd comme ça pendant 10 minutes, et à la fin, ça s'est terminé. En fait, je leur ai fait cette phrase, j'ai dit, mais attendez, la Shoah, vous savez ce que c'est? Donc, s'il y avait une Shoah en Australie, on n'en parlerait pas parce que le concept, on sait ce que c'est. Ah ben non, ah ben si, ah ben voilà. Et c'est un peu ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on était dans un langage de sourds qui a duré, on ne s'est pas compris pendant une demi-heure. Et voilà, par contre, ces jeunes gens, en termes de manipulation de concepts, mais ils étaient remarquables. Aller écrire des pages et des pages, interviewer des gens sur la transidentité, sur alors le port du voile et tout ça, mais fantastique. En revanche, sur regarder l'actualité avec ce que fait Madame Michu quelque part dans l'actualité, mais il n'y a personne, quoi. Et nous, on en a eu marre parce qu'on essaye de regarder l'actualité, franchement, donc on en a eu ras-le-bol, on a craqué. Donc je pense que c'est un truc, MeToo, pas MeToo, ça, qu'est-ce que c'est que l'info? Je pense qu'il y a quelque chose, et c'est pas lié sans doute à la question féministe, c'est qu'est-ce que c'est que l'info, à quoi sert l'info? Je pense qu'il y a une éducation aux médias qui est… Alors, on est à l'intersection de plein de trucs un peu merdiques, en fait, je pense. Je vais inviter les participantes et les participants, s'ils le souhaitent, à poser leurs questions dans le petit questions-réponses que vous avez juste en bas. Et je vais, avant qu'on reprenne les questions justement des personnes qui nous accompagnent, j'aurais voulu revenir justement sur une phrase que vous écrivez, Isabelle Germain. Vous écrivez que pour que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin, chaque sujet doit passer à travers un filtre féministe. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant comme notion. Qu'est-ce que le regard féministe sur l'actualité change à notre perception de l'information? Alors évidemment, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais voilà, si on prend cette expression-là, et puis est-ce que l'approche féministe de l'actualité ne reste pas encore aujourd'hui taxée de militantisme, malheureusement, et donc systématiquement décrédibilisée dans les médias, et donc nous empêche d'accéder à cet autre regard dont Pierre-Yves parlait, cet autre regard sur l'actualité que vous défendez, en fait. Oui, mais c'est compliqué, parce que le féminisme est toujours décrédibilisé, c'est sale, c'est un gros mot. Beaucoup de gens commencent leur phrase en disant « je ne suis pas féministe », mais ils vous démontrent le contraire dans la phrase qui suit, mais en tout cas, c'est pas bien vu. Nous, on fait énormément de contorsions pour se présenter, pour ne pas utiliser le mot féministe, parce qu'on sait qu'on se couperait de plein de gens si on utilisait ce mot. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais pas tout à fait quand même. Et donc, qu'est-ce que c'est que porter un regard féministe sur l'actualité? C'est oui, mettre en évidence des choses que les autres ne voient pas, ne mettent pas en évidence. Là, très concrètement, là aujourd'hui, le sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est Émilie Dubos. Vous avez entendu parler de ça, cette députée qui a décidé de renoncer à la vie politique parce que il a été révélé qu'elle a confondu son compte personnel et sa réserve parlementaire, et donc elle s'est acheté des vêtements et beaucoup de lingerie, et tous les journaux parlent surtout de la lingerie qu'elle a achetée avec ça.
Et illico, elle a dit « je renonce à la vie politique ». Elle n'a pas attendu, il n'y a pas eu d'autres collègues politiques qui ont fait bloc avec elle pour la défense, etc. Et ça, notre journal de l'analyse de cette façon-là. Tous les journaux se moquent d'elle, disent « ah, ils sont tous pourris chez LREM » ou que sais-je. Nous, notre regard, c'est de dire regardez le sort qui est réservé aux femmes quand elles font ce genre de trucs malhonnêtes. Et ce n'est pas du tout la même chose quand c'est un homme. Et on cite plein d'exemples où des hommes ont été pris la main dans le pot de confiture, mais au lieu de dire tout de suite « je me retire de la politique », ils ont mis en place des stratégies de défense, et beaucoup sont encore en poste. Il y a un député, Van Pouille, je crois, ou je ne sais plus son nom, qui a été condamné pour harcèlement sexuel. Il est toujours député. Voilà, donc il y a deux poids, deux mesures. Donc voilà, c'est ça, faire une analyse féministe de l'actualité, c'est avoir ce regard particulier de plein de choses qui sont présentées comme des évidences dans les autres journaux et que nous, on ne va pas présenter comme des évidences. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais dans des rédactions dirigées par des hommes et dans la presse économique. Il y a aussi, au-delà de ça, une façon d'envisager les sujets qui est différente. Par exemple, moi, dans les années 2000, quand j'étais dans la presse éco, j'essayais de pousser des sujets sur le développement durable. Et je remarquais que d'ailleurs, dans la rédaction, c'était souvent des femmes qui poussaient des sujets sur le développement durable, etc. Et dans la tête des hommes qui ont un mode de réflexion masculin, viril, pour eux, parler de développement durable et machin, c'était un truc de gonzesse. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'entendre un sujet être rejeté comme ça, parce que les bonhommes me disaient « non, mais c'est bon, tes sujets de gonzesse, ça va », parce que dans leur tête à eux, ce qui est principe de précaution, c'est un truc de nana. Les vrais mecs, ils prennent des risques. Les vrais mecs, ils vont aller faire une économie productiviste qui va détruire les ressources de la planète, probablement. C'est la croissance, c'est tout ça. On court après la croissance du PIB, alors que, et très souvent d'ailleurs, ce sont des femmes qui sont à la tête d'associations de défense de l'environnement. Enfin, les premières, en tout cas, c'était ça. Maintenant, c'est devenu à la mode, donc il y a beaucoup d'hommes, mais en tout cas, c'était beaucoup de femmes. Et c'était des sujets féminins parce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la préservation, le care, le soin aux autres, préserver la terre, préserver les humains. Et voilà, et on fait beaucoup de sujets dans les nouvelles news sur cette question du développement durable, de la préservation de l'environnement, la question des indicateurs de richesse. Voilà, on vit dans une économie où l'indicateur de richesse est le PIB. Or, le PIB, ça calcule quoi? Ça calcule les biens et services marchands, c'est-à-dire tout ce qui va détruire la planète pour faire toujours plus de croissance. Alors qu'il y a d'autres indicateurs dans d'autres pays qui sont les indicateurs de bien-être et qui comptent finalement tout ce qui relève du care, tout ce qui est assigné aux femmes. C'est-à-dire les femmes produisent du bien-être quand elles s'occupent des enfants, quand elles s'occupent de cuisiner, quand elles s'occupent de l'hygiène de la famille. Et ça ne compte pas dans le PIB. Donc, voilà, un regard féministe sur l'actualité, c'est aussi voir tous ces manquements dans l'économie où tout ce qui est assigné aux femmes n'a aucune valeur, alors que tout ce qui est fait par les hommes a beaucoup de valeur. Et si on équilibrait, si les médias étaient plus critiques là-dessus, on aurait peut-être un peu plus d'indicateurs de bien-être et un peu moins d'indicateurs de course à la croissance. Oui, Pierre-Yves, c'est aussi ce que vous cherchez à promouvoir, on va dire, dans le magazine Femmes ici et ailleurs, montrer ce qui compte, mais qui n'est pas montré. Mais simplement, je me posais la question, voilà, un regard comme ça, qu'on pourrait nommer féministe, hein, sur l'actualité, est-ce que ça n'est pas encore aujourd'hui un repoussoir parce que voilà, c'est encore taxé de militantisme et ça n'est pas
reçu ou regardé comme objectivement, un regard objectif en tout cas sur l'actualité. Oui, enfin, Isabelle a répondu. Je trouve que je suis d'accord. Et puis, je trouve que cette phrase je bouge tes oreilles, Isabelle, mais cette phrase est brillante, en fait, d'avoir un regard féministe sur l'actualité, ça résume tout. C'est exactement ça. Et on devrait avoir ça. Mais en fait, ça paraît enfin, ça paraît compliqué. Alors, quelque part, quand on écrit je sais pas, quand on écrit un article, s'il y a un rédac chef lit un article où ça sent l'antisémitisme ou le racisme à plein nez, il va le voir tout de suite. Bah, c'est pareil, en fait, c'est pas plus compliqué. Hein. Enfin, moi, je veux bien leur faire croire que c'est compliqué, mais non, c'est la même chose. Donc, c'est juste acquérir ça et ce réflexe. Et ça prend du temps à l'acquérir, effectivement. Hein, ça tombe pas du ciel. Après, sur le côté militant, oui, Aline, vous avez raison, mais enfin, on est à un truc qui est complètement débile. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va aller dire à l'UMA que c'est militant et au Figaro que c'est militant Soyons sérieux, quoi. Voilà. Et oui, bien évidemment que ce sont des canards engagés, et on le sait. Et que quand on achète Famille CIO ou quand on lit les nouvelles news, on le sait. Voilà, mais on n'est pas plus militant que l'UMA ou le Figaro. Hein, je crois même plutôt moins, à mon avis. Voilà, enfin, c'est pas. Voilà, enfin, il y a pas de souci. Puis sur le côté de regard, j'ai vu qu'il y avait une remarque, et là, c'est un peu mon dada de Marie dans le chat, qui parlait de photojournalisme. Et là, on parle beaucoup du fond, mais je vous assure, quand vous faites on a beaucoup de photos dans Famille Si ailleurs, et puis j'étais photojournaliste au départ, et quand on fait des recherches sur les bases AFP, SIPA, AP, Reuters et compagnie, et que vous regardez, mais la part des femmes, comment elles sont représentées, tout ce qu'a expliqué Isabelle sur la façon de représenter les femmes dans l'info, vous le retrouvez en images. Alors là, il n'y a pas le poids des mots, mais je vous assure qu'il y a le choc des photos. Hein. Il y a vraiment, c'est énorme. Si vous allez sur AFP et que vous tapez femme en gris, ou faites-le sur Google, vous allez voir, c'est formidable. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça sur le côté victime, mais c'est sur l'Ukraine en ce moment, mais c'est dingue. Alors qu'on sait que les Ukrainiennes aussi sont en première ligne, peut-être d'une façon différente, et il y en a beaucoup qui sont partis avec les enfants, mais celles qui restent, toutes les journalistes, tout le machin, enfin, voilà, c'est présent aussi. Et donc ce regard féministe sur l'information, se poser la question, et qui devient un réflexe au bout d'un moment, voilà, c'est la même chose en photojournalisme, en journalisme, et ça ne fait pas de nous des militants enragés, ça fait juste des journalistes engagés, comme il en existe dans plein de domaines. Enfin, quand on lit Oui demain, oui, c'est des journalistes engagés. Et est-ce qu'on va les traiter d'hystériques? Non. Après, bon, s'il faut qu'on continue à se faire traiter d'hystériques, on va y aller. Hein, mais voilà, quoi. Et, de toute façon, Moi, j'ai pas la solution par rapport. C'est tellement ridicule, je trouve, ce truc à la fin, que je ne sais plus quoi dire, en fait. Mais les grands médias qui ont infiniment plus de moyens que nous propagent cette idée que le féminisme est quelque chose de ridicule. L'inversion de culpabilité va jusqu'à voir des couves de Valeurs Actuelles, par exemple, qui disent, alors oui, et beaucoup de journaux, hein, pas seulement Valeurs Actuelles, qui disent que c'est les féministes qui font la guerre aux hommes. Alors que quand même, objectivement, ce n'est pas les féministes qui ont déclenché la guerre, elles sont quand même dans une posture de défense ou de demande d'équilibre, d'égalité. Alors que ceux qui vraiment font la guerre aux femmes, ce sont quand même les hommes, beaucoup d'hommes violents, qui sont un peu les soldats aux avant-postes, les hommes les plus violents qui ouvrent la voie aux autres quand même. Donc, voilà, ils ont tous ces médias qui ont pignon sur rue, qui sont très puissants, qui ont beaucoup d'argent pour diffuser des idées fausses, vous mettent dans la tête que ce sont les féministes qui font la guerre, alors que je suis désolée, mais c'est plutôt une série d'hommes violents, dominateurs, qui font la guerre aux femmes. Alors là, j'ai vrai qu'il y a des questions dans le chat. J'ai envie de vous poser la question. Ce serait peut-être bien de créer une école de journalisme égalitaire
Parce que là, justement, il y a une question d'Isabelle Mathieu qui demande: intervenez-vous dans la formation des jeunes journalistes afin de leur faire conscientiser leurs propres stéréotypes? Donc, peut-être qu'il faudrait créer une propre école de journalisme. Donc, je vous laisse répondre à Isabelle Mathieu pour l'enseignement, ce que tu disais tout à l'heure aussi, Pierre-Yves. Donc, en fait, partir du socle, de la base, l'éducation en général. Mais dans les écoles de journalisme, est-ce que donc à la base, plus intervenir, former, est-ce un élément de Ouais, je laisse réponse? Isabelle répondre parce qu'elle s'y est frottée plus que moi. Non, mais moi, j'adorais, hein, on adorait. Alors, je vous dis, il y a 30 ans, à l'école à l'association des femmes journalistes, on essayait, et je sais qu'une amie y était allée et m'avait dit, mais j'ai limite pris des tomates dans la figure parce qu'ils sont dans le déni, les étudiants auxquels elle s'adressait. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que, comme ce n'est pas prévu, et moi j'ai une amie qui dirige qui travaille à la direction d'une école de journalisme et qui essaie d'introduire des modules sur l'égalité de genre, mais elle se heurte à une difficulté qui est que il n'y a pas de ligne prévue, il n'y a pas de crédit prévu. Donc, elle adorerait faire intervenir des journalistes comme nous, ou même elle-même, elle est parfaitement capable d'intervenir sur ces sujets-là, mais il n'y a pas de cours obligatoire, ce n'est pas prévu, donc il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'heures de cours prévues. Donc, on ne sait pas comment entrer dans ces écoles de journalisme. Une deuxième question, peut-être que je poserai davantage à Pierre-Yves. Ne faudrait-il pas que vos titres soient disponibles d'office dans les bibliothèques ou les CDI afin que le public masculin, mais moi je rajouterais et féminin, soit sensibilisé à d'autres titres? Quelle très bonne idée. Je vais vous répondre avec des chiffres et ça date d'il y a 2 mois, 3 mois. On a relancé parce alors les médiathèques, on a essayé je ne sais pas combien de fois et il y a beaucoup de médiathèques en France aujourd'hui qui notent les magazines, papier en tout cas, qu'elles ont à disposition en fonction du taux de rotation de l'ouvrage, ce qui est une logique de service public assez particulière. Mais en tout cas, c'est un cas. Donc, il y a une difficulté par rapport à ça parce que nos canards ne sont pas connus. Donc, moi, j'ai jamais vu mettre Femme ici ailleurs et puis avoir une ruée de gens qui se déchirent leurs vêtements pour pouvoir le prendre. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Et puis, alors, pour les CDI, là, je suis super en colère, en fait, franchement, par rapport à l'éducation nationale. Quand on a lancé Femme ici ailleurs, on avait une Najat Vallaud-Belkacem nous avait financé l'envoi du numéro 1 à tous les lycées, c'est-à-dire à peu près 4500 établissements pour les CDI. Et on avait rappelé tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand on est une toute petite équipe, c'est 4500 personnes à arriver à joindre au téléphone qui ne sont jamais disponibles, et ça c'est normal. Donc voilà, c'était 1 an de travail. Et puis il n'y a pas longtemps, et là c'est de l'actualité, aujourd'hui on a 300 à peu près lycées et collèges qui sont abonnés. Et dans les collèges, on leur répète, on leur dit, c'est pas pour les collégiens, c'est pour les profs, pour changer leur regard aussi. Et on a relancé 1000 magazines là qu'on a envoyés gratuitement, voilà, dans les établissements scolaires à la fin de l'année dernière. On a rappelé tout le monde, on a relancé tout le monde, on a expliqué à tout le monde, on a fait la pédagogie dont je parlais tout à l'heure à tout le monde. 27 abonnements. Voilà, les documentalistes aujourd'hui ne comprennent pas, c'est la même chose que pourquoi il faudrait que nos médias soient présents. Voilà, l'éducation nationale est complètement à la rue en ce moment sur ces questions d'égalité. Et en ce moment, ça recule, voilà, il faut dire les choses. Donc, super idée, mais déjà, j'aurais été ravi que nous ne l'ayons pas eu. On l'a eu et on s'est pris la porte. Voilà. Nous, c'est pareil, c'est un problème de moyens, quoi. Nous, je me souviens, il y a quelques années, j'avais demandé à une collaboratrice de trouver tous les CDI, toutes les bibliothèques pour leur envoyer. Donc, on a un listing, on envoie notre newsletter tous les mois, et toutes les semaines. Mais bon, après, on ne sait pas ce que ça devient et on n'a pas les moyens de les relancer. Voilà, là, j'ai une collaboratrice qui nous écoute et qui essaie d'essaimer dans le milieu enseignant, mais c'est vraiment par petits bouts, quoi. Par petits bouts. Moi, je suis allée faire une intervention dans un lycée il y a un mois. Bon, voilà, j'ai eu 2 classes de 30 élèves, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Et voilà, on se heurte vraiment à un problème de moyens.
Et encore une fois, si on avait les investissements nécessaires pour pouvoir avoir le personnel suffisant pour aller s'aimer un petit peu partout, ce serait merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut passer par le législateur, en fait, quelque part. Le Oui, législateur et puis les investisseurs et puis je ne sais plus si je vous ai parlé, oui, quand j'étais au Conseil à l'égalité, on parlait d'éco-conditionnalité d'aide à la presse, voilà, des aides publiques à la presse qui nous permettraient d'aller porter ces messages qu'on porte dans nos journaux, d'aller les porter dans les lycées, les collèges, les écoles de journalisme, tout ça. voilà, une petite subvention qui permettrait à nos canards d'être présents dans les CDI. On ne laisse pas le choix aux documentalistes. Hein. Il y a plein de profs formidables, de documentalistes formidables, mais l'immense majorité, eh ben, ce sont des citoyens et des citoyennes parmi les autres pour lesquels la question de l'égalité n'est pas un sujet, ne les intéresse pas, il n'existe pas. Voilà, donc, voilà quoi. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a une liberté laissée aux documentalistes. Il ne faut surtout pas toucher à la façon dont ils gèrent leur documentation. Alors, il y a Laurent qui propose, qui demande si vous connaissez le site répertoireexpert.fr. Donc, comment inciter et inviter à l'utiliser. Donc, j'imagine que vous le connaissez. Oui. Oui, on connaît, ben c'est très bien. En fait, ça mâche le travail des journalistes qui vous disent toujours « Ah bon, on ne trouve pas de femmes à interviewer ». Voilà, ça mâche leur travail. Après, moi, honnêtement, c'est très bien, hein, le boulot qu'elles ont fait, c'est génial, mais me dire quand même que c'est des femmes bénévoles qui sont allées faire le boulot que les journalistes sont censés faire, c'est quand même… voilà, moi je trouve ça assez contestable, mais bon, elles l'ont fait, et en plus, les journalistes n'utilisent pas suffisamment, à mon goût, tout ce travail qui a été fait par les experts. Les experts, c'est formidable. Et moi, Isabelle a bien résumé. Ce que je veux juste, je vais aller plus loin. C'est une blague. Nous, tout petits canards, rikiki dans un coin en province, etc. Si on a envie de trouver une experte spécialisée dans la géopolitique du charbon au Moyen-Orient, on va trouver quoi. Donc voilà. Et les experts, c'est formidable. Enfin, voilà. Ouais, non, mais parce que la valeur d'un journaliste, c'est son carnet d'adresses quand même, et que ce carnet d'adresses soit fait par d'autres bénévolement par-dessus le marché, je trouve ça un peu hallucinant, quoi. Mais ça fait avancer malgré tout, voilà, heureusement qu'elles existent. Je voudrais vous poser la question d'Hélène Vecchiali, qui est coach et qui a remarqué que, par exemple, dans le dernier team building qu'elle a animé pour un comité de direction, systématiquement, on lui disait qu'il devait y avoir égalité des genres à peu près dans sa réunion, alors qu'en fait, ces deux dernières interventions, sur ces deux interventions, il y avait 0 femme dans l'équipe du DG. Et alors, sa question, c'était, est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de personnes, femmes, hommes confondus, trouvent qu'il n'y a plus de raison de se battre parce que le combat féministe est gagné? Et que donc, il y a un biais, finalement, de perception. Alors, c'est un biais de perception et qui existe depuis très très longtemps. Moi, depuis que je milite, j'entends les gens me dire c'est bon, c'est gagné, ça va, faut arrêter. C'est ce que Christine Delphi appelle l'illusion de l'égalité déjà là. Et puis en plus, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on va à l'encontre d'un stéréotype, on surinterprète les choses. Vous savez, quand un homme va changer la couche du bébé, tout le monde dit « Oh, ouais, il est génial », alors que si c'est la femme qui le fait, tout le monde trouve ça normal parce que voilà, ça va contre le stéréotype, donc on surinterprète. C'est pareil dans ces comités. Vous avez 2 femmes qui déboulent dans un endroit où habituellement il n'y a que des hommes. Ah ben c'est bon, on a l'égalité qui est déjà là. Mais non, on est loin du compte et c'est pour ça que c'est important de compter et de compter et de mettre les points sur les i et de dénoncer et de faire des articles comme ceux qu'on peut faire avec ce regard féministe sur l'actualité. Mais ça, cette illusion de l'égalité déjà là, elle est entretenue par les médias. Hein, c'est pour ça que moi, je dis toujours que la bataille pour l'égalité femmes-hommes, la bataille pour l'égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l'égalité. Parce que tant qu'on ne changera pas ce regard et cette illusion véhiculée par les médias, on n'en sortira pas.
Cyril? Ouais, sans surprise, je suis d'accord sur ce qu'a dit Isabelle. Et bonjour Hélène, au passage. Je pense à trois... il y a un bouquin là, qui a été écrit par notamment Marie-Christine Maillas il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Remixer la mixité, et qui dit qu'il y a 3 vecteurs pour faire avancer la culture de l'égalité: l'éducation sans surprise, les médias sans surprise, et qu'on commence à voir émerger le monde de l'entreprise. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour de ces 3 environnements qui peuvent faire bouger le cocotier, voilà, et je suis assez d'accord avec Isabelle, c'est vrai que si on sort de l'école et qu'on tombe sur des médias tels que ceux que l'on a, notamment télévisuels, tout le bénéfice de ce qu'on peut avoir fait dans la journée, soit à l'école, soit dans l'entreprise, badaboum, et on recommence le lendemain. Donc, si vous aviez une priorité, chacune et chacun, pour faire avancer les choses, vous diriez quoi? Justine? Si on devait retenir une chose. Moi, c'est vraiment l'égale-conditionnalité des aides à la presse. Pour moi, c'est et à la presse et à tout. Moi, quand j'étais donc au Haut Conseil à l'égalité, j'avais fait un rapport qui préconisait que la seule chose pour sortir de ce maelstrom de stéréotypes sexistes qui entretiennent le sexisme, c'est la seule chose que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est d'agir sur les financements publics et ne jamais donner d'argent si, au bout du compte, cet argent ne bénéficie pas autant de femmes que d'hommes. C'est vrai pour les médias, mais c'est vrai, par exemple, dans le sport. Toutes les subventions qui sont données à des clubs de foot, de rugby, qui vont faire des énormes stades qui coûtent une blinde, et au final, il n'y a que des pieds masculins qui vont fouler ces terrains, c'est pas normal. Donc, vous voyez que à chaque euro d'argent public, on doit avoir la certitude qu'il sera investi pour une activité qui va bénéficier autant à des femmes qu'à des hommes. Pierre-Yves, votre Je suis priorité? super d'accord avec Isabelle, mais je vais donner autre chose, d'histoire de faire croire que je ne suis pas d'accord, alors que ce n'est pas vrai. Non, c'est l'éducation. Je pense que voilà, si on mettait, et merci à la personne qui a posé la question, mais si on mettait nos revues dans les CDI, et si on touchait à l'éducation et au programme des écoles de journalisme, ça mettra 20 ans, mais au moins on fera avancer un petit peu le schmilblick, quoi. Bon, un très grand merci à vous. Laurence? Oui, donc nous allons conclure. Merci infiniment pour ces échanges. Il y a du boulot, beaucoup de boulot. Donc il faut toujours continuer, combattre, écrire encore, dénoncer encore et toujours. Ça finira par avancer, pour faire avancer le schmilblick. Comme tu dis, Pierre-Yves. Alors, j'en profite pour rappeler notre prochain rendez-vous. Ça sera le 14 juin avec Florence Rochefort et Eliane Viennot qui nous parleront des femmes effacées de l'histoire, les oubliées de l'histoire dans leur ensemble, dans la communication, dans tous les niveaux, voilà, de manière plus générique. Voilà, merci infiniment pour votre temps, pour ces échanges riches. Et puis donc, bonne soirée, et puis à très bientôt. Et bon courage. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir à Bon toutes et à courage tous. aussi à vous, et à bientôt Isabelle. Bonne continuation. À bientôt tout le monde. On continue le combat. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.